La complexité d'un problème mathématique P, c'est une mesure de la quantité de ressources nécessaires à la résolution de P. Dans le cadre de cette présentation, je vais me concentrer sur ce qui est communément étudié, c'est-à-dire la complexité temporelle. La complexité temporelle considère la ressource comme étant le temps. Donc ici, on s'intéresse à connaître le temps nécessaire à résoudre un problème mathématique P. Le temps est mesuré en informatique théorique par un nombre d'étapes de calcul. Plus exactement, un nombre d'étapes de calcul élémentaires. Donc ce sont ces étapes qui sont élémentaires et on essaie de savoir combien il faut d'étapes élémentaires pour résoudre le problème P. En général, un problème peut être résolu de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs algorithmes qui permettent de résoudre le même problème. Eh bien, la complexité du problème, c'est le min des complexités des algorithmes qui permettent de résoudre le problème. Et on va s'intéresser ici à savoir comment est-ce qu'on détermine la complexité d'un algorithme. Une fois qu'on a déterminé cette notion, on déduit la complexité d'un problème en calculant le min de tous les algorithmes qu'on peut imaginer pour résoudre le problème. Le problème que je vais utiliser ici pour illustrer cette notion de complexité est le problème de la recherche d'un élément X dans une liste L. L'objectif ici, c'est de savoir si X appartient à L. S'il appartient à L, on retourne vrai. S'il n'appartient pas à L, on retourne faux. La liste L, on va la représenter de la manière suivante. Elle est composée d'un ensemble d'éléments et elle va de 1 jusqu'à N. Ce sont des entiers ou des mots dans un dictionnaire ou n'importe. Alors, un premier algorithme auquel on peut penser pour résoudre ce problème, c'est le suivant. Je l'appelle R1. Donc, cet algorithme prend comme entrée X et L. Il démarre avec un entier initialisé à 1, puis il fait la chose suivante. Il teste si X est égal à L de I, c'est-à-dire X est égal au ième élément de la liste, alors on sort vrai. Sinon, on avance dans la recherche, c'est-à-dire qu'on incrémente I, et on fait cela jusqu'à ce que I est supérieur à la taille de L. Cette répétition, on la met en valeur avec ces deux parenthèses ici. Si on arrive à la fin de la liste et qu'on n'a toujours pas trouvé X dans L, on sort faux. Quelle est la complexité de cet algorithme R1? On note ça C de R1. Eh bien d'abord, il y a la première instruction ici, 1, d'opération élémentaire. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle cette boucle, puis on va commencer à compter. X égale LI, on va dire que c'est une instruction. Ici, on simplifie. Suivant si X appartient à L ou pas, on peut continuer. Si on continue, il y aura encore une instruction ici. Et puis, on arrive à ce taille L. Cette opération-là, cette instruction n'est pas élémentaire. Donc, il faut qu'on décortique l'algorithme qui résout cette instruction, cette opération, pour connaître sa complexité et en déduire celle de CR de 1. Alors, si on regarde la liste, on peut facilement voir qu'on peut trouver un algorithme qui compte les éléments de la liste et qui s'arrête quand il a trouvé le dernier élément. Donc, cet algorithme-là, il faudra n opérations pour l'exécuter. Donc il y aura n. Ces trois exécutions-là, on va les exécuter combien de fois? Eh bien, on va les exécuter tant qu'on n'a pas trouvé x dans la liste. Dans le pire des cas, on ne trouvera pas x. Donc on les exécutera n fois. Donc la complexité sera 1 plus n carré plus 2n. On écrit n carré plus 2n plus 1 et ça représente la complexité. On voit ici que cette complexité dépend de n. Le nombre d'opérations élémentaires nécessaires à la résolution de cet algorithme-là sera n carré plus 2n plus 1, une fonction de n. Si on imagine par exemple n égale à 1000, on voit déjà qu'on risque d'avoir besoin d'1 million d'opérations élémentaires au pire des cas, c'est-à-dire dans le cas où l'élément n'appartient pas, pour finir l'algorithme. Pour une liste de 1000 objets, faire 1 million d'opérations pour savoir si un élément appartient à la liste, et on peut en convenir beaucoup trop. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bien entendu. Alors on peut imaginer un algorithme que j'appelle ici R2, qui fait les choses un tout petit peu différemment. La première chose qu'il fait, c'est de déterminer la taille de la liste, et qui stocke ça dans une variable t. Ensuite, il fait la chose suivante. Pour i allant de 1 à t, t étant la taille de L, si x égale à L de I, alors il sort V. Et s'il a parcouru toute la liste de 1 à la taille et qu'il n'a pas toujours sorti V,
alors il sort f. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a d'abord calculé la taille et ensuite on est rentré dans cette boucle. Quelle est la complexité de notre nouvel algorithme de recherche, CR2? Ça va aussi être une fonction de n, la taille de la liste. Alors, si on décortique cette fois, on commencera par la complexité de la taille de la liste, c'est-à-dire n comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, on va rentrer dans cette boucle, on va calculer le nombre d'opérations qu'on va devoir exécuter. Encore une fois, dans le pire des cas, on va exécuter n fois x égale li, le calcul de li et ensuite l'égalité. Donc on va dire que c'est 2 opérations plus cette dernière opération-là qu'on peut négliger. Ça va nous donner 3n. Si la taille de la liste est de 1000, le nombre maximal d'opérations qu'on va exécuter sera de l'ordre de 3000. On a fait beaucoup mieux que tout à l'heure. On dit que la complexité de cet algorithme CR1 est en O de n carré. N carré étant le terme prépondérant dans la formule n carré plus 2n plus 1. Et puis la complexité de CR2 est en O de n. Il est très important de noter que les algorithmes qu'on a présentés ici supposent que la liste n'est pas ordonnée. Qu'est-ce qui se passe si la liste est ordonnée? C'est-à-dire qu'on a un moyen de comparer les éléments et de les mettre de telle manière que L1 est inférieur à L2 qui est inférieur à L1. Mais cette fois, on peut imaginer un troisième algorithme, R3, qui fonctionnerait de la manière suivante. Si la liste L est vide, il sort faux. Si L contient un seul élément, petit l, si L égale x, on va sortir vrai. Si L est différent de x, on va sortir faux. Alors maintenant, l'algorithme se déroule de la manière suivante. Quand L contient au moins 2 éléments, on divise L par 2, partie égale, et on considère ces deux parties étant L1 et L2. Alors maintenant, il faut faire un petit peu attention, il y a ce qu'on appelle une récursivité. Si x est inférieur ou égal à max de L1, on appelle max de L1 le dernier élément de la liste L1. Si x est inférieur ou égal à max de L1, alors on va exécuter R3 de x sur L1. C'est-à-dire qu'on va recommencer la recherche, mais dans la partie L1, la première partie de la liste. Sinon, on va faire la recherche dans la deuxième partie. Donc ce nouvel algorithme est ce qu'on appelle un algorithme récursif dans le sens où parmi les opérations de R3, on trouve R3. Et l'idée, encore une fois, c'est de décomposer la liste en deux et puis de décider très vite est-ce qu'on cherche dans la première partie ou dans la deuxième partie. Quelle est la complexité de cet algorithme R3? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que à chaque fois, on ne va jamais parcourir toute la liste. On va à chaque fois diviser par 2, parcourir une partie supérieure ou une partie inférieure, diviser par 2, etc. En fait, la complexité est logarithmique. Si on a 1000 éléments dans la liste, il suffira d'au plus 10 opérations pour décider si X appartient à L ou pas.